Ruth Bellinga nous rejoint depuis Douala au Cameroun. Ruth est enseignante en histoire de l'art, art d'Afrique et d'ailleurs, à l'Institut des beaux-arts de Founbonne, université de Tchang au Cameroun. Elle se forme d'abord en art plastique à l'université de Yaoundé, puis obtient un diplôme d'études approfondies en 2007 en histoire de l'art. Par la suite, elle poursuit ses études au département d'histoire et d'archéologie à l'université de Tchang, toujours, où elle effectue des recherches sur l'histoire de l'art pictural de la période dite traditionnelle, à la période contemporaine au Cameroun. Aujourd'hui, elle est titulaire d'un doctorat en histoire de l'art et parallèlement à sa carrière universitaire, elle mène de front des activités en tant qu'artiste, peintre, vidéaste, performeuse et commissaire d'exposition. Alors, dans sa communication intitulée Analyse esthétique et socio-anthropologique de l'art de 7 femmes camerounaises sur 3 générations, Rude, oui, voilà, s'appuie en fait sur l'exemple de 7 femmes camerounaises qui sont donc issues de 3 générations différentes. Et ces femmes, de par leurs travaux et leurs discours, se sont toutes positionnées contre la marginalisation de l'art des femmes au Cameroun. Ruth Belliga en témoigne à travers l'analyse esthétique et socio-anthropologique de leurs œuvres et de leurs pratiques. Alors, je voudrais citer ces femmes, hein. Il s'agit de Were Were Liking, de Marceline Fouda, de Justine Gaga, Ginette Dalleux, Christine Sala, Gabriela Badjek et Aurélie Gina. Certains noms peuvent être familiers, d'autres moins. En tout cas, Ruth, c'est à toi. Je disais merci à toi, Nadine, de m'avoir passé la parole pour présenter ma communication. Avec plaisir, Ruth. D'accord. La communication que j'ai dans l'honneur de présenter aujourd'hui est intitulée Analyse esthétique. Page suivante, s'il vous plaît. Analyse esthétique et socio-anthropologique de l'art de 7 femmes artistes camerounaises, 3 générations. Alors, si vous avez convenance, avant de retracer les principales étapes qui illustrent cette communication, je voudrais en premier lieu remercier les organisateurs de ce colloque qui porte sur l'art des femmes en Afrique, de l'intérêt qu'ils ont bien voulu porter à ce travail en m'invitant à le présenter ici. Il s'agit en réalité d'un sujet qui m'a intéressé depuis 2004 lorsque je menais mes premières recherches sur l'histoire de la peinture au Cameroun. Dans mon mémoire intitulé « L'image de la femme dans la peinture à Yaoundé », j'ai consacré tout un chapitre sur l'art des femmes dans cette ville. J'ai eu l'occasion pendant mes recherches de faire plusieurs constats à ce sujet. Constats qui se vérifient encore jusqu'à nos jours pour certains cas. Pour présenter cette communication, j'aborderai plus successivement 3 points. Page suivante. Merci. Le premier point porte sur le contexte de la communication et sa problématique. Le deuxième point porte sur le cadre théorique et les spécificités méthodologiques, et puis les résultats et les contributions de la contribution. En ce qui concerne le contexte de la communication et sa problématique, nous avons noté que, à la page suivante, malgré l'émancipation de la femme, les historiens de l'art, la scène artistique et même le public, quant à leur approche, n'ont pas abandonné leur posture condescendante. Et ainsi, les productions artistiques féminines continuent d'être frappées de nullité du fait de leur naturalité. Dans les ouvrages camerounais, par exemple,
les ouvrages d'art ne citent pas, ne citent pas la femme, ou alors on greffe sa participation à celle des hommes qui l'assistent dans la création artistique. Et la conséquence est évidente. L'art des femmes reste victime d'une vision machiste et fixiste et continue d'être rangé dans les rayons de l'éternité silencieuse. Et l'incompréhension vient du fait que les études sur l'art des femmes en général sont abordées de manière extérieure et superficielle. Les auteurs évitent de l'aborder par une approche sémantique et structurale. C'est pourtant la voie par laquelle on peut briser toute incompréhension et extraire l'art des femmes africaines des stéréotypes. L'axe récit des femmes qui a été choisi ici présente plusieurs enjeux. Il pose d'abord la question de dévulnérabilisation, c'est-à-dire la capacité à se défendre, à sortir d'une histoire de défaite et apprendre de nouveau à gagner. S'il existe une création féminine, il faut pouvoir en écrire une histoire qui lui soit propre. Permettre donc à l'art de cette catégorie d'artistes de vivre sa vie en la sortant des schémas existants, il faut donc re-questionner les approches exploitées jusqu'ici. Donc, marginaliser l'art des femmes devient donc un processus de délivrance et de détachement. Pour le cas spécifique des femmes artistes au Cameroun, sans glisser dans le gouffre de la revendication, nous allons procéder ici de manière généalogique pour pouvoir dénoncer le caractère suspect du rejet de leur production aux oubliettes de l'histoire de l'art. Ainsi, l'art des femmes sera lu à partir d'une triple vue. Nous avons dans un premier lieu les femmes de la première génération, les femmes de la deuxième génération et les femmes de la troisième génération. Notons que première, deuxième et troisième génération ici nous permet juste de classer par groupe les femmes choisies dans le cadre de cette étude afin de les distinguer. L'objectif principal ici de notre communication compte donc ramer à contre-courant de cette vision masculinéocentrique et cherche à garantir l'art des Camerounaises en tant que création artistique de l'ignorance dans laquelle elle est tenue jusqu'ici. Donc, et notre investigation tourne donc autour de la question qui est de savoir comment saisir les caractéristiques artistiques et symboliques de l'art des femmes camerounaises au fil du temps. À cette question, nous avons émis une hypothèse qui est la suivante. La création artistique des femmes au Cameroun propose un ensemble de contraintes plastiques qui définissent un espace de possibles formels, lui-même soumis à un certain nombre de principes de vision qui, en deçà, déterminent la structure formelle des œuvres. Il importe donc de procéder par un examen de ces formes sur les plans stylistiques et esthétiques, ainsi que les contextes qui l'ont vu naître dans un large espace-temps afin d'en saisir les caractéristiques artistiques et symboliques. Notre étude s'est donc appuyée sur les théories et méthodes spécifiques en histoire de l'art. L'histoire de l'art a ceci de spécifique qu'elle permet de situer les œuvres dans le temps et dans l'espace. Et par la suite, elle permet de relever leur aspect matériel et leur contenu. Pour cela, l'historien de l'art s'appuie sur un certain nombre de théories qui lui sont propres. Ici, nous avons choisi deux. La première théorie, c'est l'approche formaliste qui stipule que l'art ne se révèle que dans ses œuvres. Et la méthode consiste ici en la mise en évidence de la configuration plastique des œuvres, le déchiffrement de tous les éléments qui font d'elle un objet palpable. Pour arriver à dire comment ces éléments sont agencés et se présentent dans l'œuvre, on passe par le style et l'esthétique. À cette approche, nous avons ajouté l'approche contextuelle qui stipule qu'une œuvre d'art répond à une certaine logique symbolique que le chercheur ne peut saisir qu'en la remettant dans son contexte de création. La méthode aussi consiste en une descente de terrain
pour faire une étude des contextes politiques, philosophiques, sociologiques et culturels dans lesquels les œuvres ont émergé. Pour être plus concrète, nous avons dans un premier temps planté le décor, c'est-à-dire fait une présentation du contexte et les conditions dans lesquelles les femmes ont travaillé. Par la suite, nous avons analysé les œuvres, c'est-à-dire nous avons fait un examen stylistique et esthétique mettant en exergue leurs caractéristiques particulières. Et enfin, nous les avons interprétées, c'est-à-dire dégager leur signification à partir de leurs démarches artistiques respectives. Ainsi, la présente communication est donc articulée sur 3 grandes parties qui correspondent à la vérité à 3 générations différentes d'artistes au Cameroun. Comme nous l'avons dit, nous avons une première génération qui est composée de Were Lee King et Marceline Fouda. Nous avons une deuxième génération qui est composée de Justine Gaga, Ginette Dalle et Christine Tchala. Et la troisième génération, ici, nous avons Gabriela Badjek et Aurélie Djena. En adoptant dans la méthode de décryptage que nous venons de présenter, nous allons tour à tour déterminer la nature artistique et symbolique des œuvres de ces femmes en les situant dans leur contexte respectif. Plusieurs critères nous ont guidés dans le choix de ces artistes. Il faut d'abord noter que le contexte dans lequel les artistes en général travaillent au Cameroun est très rude pour plusieurs raisons. Premièrement, nous n'avons aucun soutien des services publics. Et puis, malgré le système de grands frères, c'est-à-dire le soutien mutuel entre artistes, les artistes sont hyper critiques entre eux, ce qui tend à décourager plusieurs. Pour les femmes, la situation est plus grave. Peut-être faut-il évoquer la pesanteur culturelle qui, malgré le modernisme, reste très présente dans les mentalités au Cameroun. Jusqu'à nos jours, l'accès aux écoles d'art et dans le monde de l'art en général demeure une lutte permanente pour la femme parce que art, homosexualité, secte, instabilité, drogue sont des mots synonymes au Cameroun. Pour l'homme, ce n'est pas bien, mais c'est compréhensible. Pour la femme, mère de l'humanité, c'est un véritable sacrilège. Donc, la critique des autres artistes et surtout le regard social ne leur donne pas assez de chance pour résister à une scène qui est déjà complexe. Les faibles abandonnent pour toutes ces raisons. Et pour d'autres, le mariage sonne même la fin de leur carrière artistique. Bien que vivant dans un contexte où l'intervention de la femme dans les arts en général a toutes les chances d'être regardée comme une curiosité, certaines Camerounais se sont donné beaucoup de moyens pour nourrir les arts visuels. Nous pouvons citer plusieurs exemples, mais le choix de cette femme dans cette communication repose sur plusieurs critères. Nous avons dans un premier temps privilégié les oubliés de la scène, c'est-à-dire celles dont les actions sont marquantes, mais dont on ne parle pas. Nous avons également sélectionné ces femmes pour leur témérité, c'est-à-dire elles ont défié tous les regards sociaux, tous les regards extérieurs. Et puis, puisque nous parlons de l'art, nous avons également retenu l'originalité de la démarche et puis l'écriture, l'originalité de leur écriture artistique. En ce qui concerne la structuration de la présentation de nos artistes, nous avons commencé par une brève présentation biographique qui comporte les points de repère les plus importants, c'est-à-dire à la connaissance de l'artiste. Nous avons privilégié une photo portrait quand c'était possible. Pourquoi? Parce que nous avons voulu attacher un visage à ces noms qui ne sont même pas déjà connus. Et puis, la date de naissance, la formation reçue quand c'était possible, le lieu où l'artiste travaille, etc. Après, nous avons fait une évocation de l'œuvre. Elle permet ici d'aborder la création proprement dite de l'artiste, son sujet permanent et ses choix esthétiques. Mais avant, il convient de placer chaque génération dans le contexte qu'il a vu évoluer pour pouvoir comprendre les mécanismes qui sous-tendent son travail sur les plans esthétiques et symboliques. Pour la première génération, contexte 1, notons que Marceline Fouda et Were Lee King, qui représentent la première génération ici, sont toutes les deux nées en 1950 et vont donc grandir pendant une période charnière parce qu'à ce moment, le Cameroun est en période de colonisation et il lutte pour son ascension à l'indépendance et construit son territoire en tant que nation moderne.
Comme dans tous les pays africains, le Cameroun est ici marqué par un rejet massif des valeurs occidentales et une volonté d'affirmation et une reconnaissance officielle des cultures noires. Sur le plan artistique, la création au Cameroun dans cette période-là se présente comme un besoin de construction et d'affirmation identitaire. La vie rurale ici est choisie comme sujet privilégié parce qu'elle est vue comme un trésor d'une identité précieuse à préserver pour contrer l'évolution rapide des mentalités qu'impose la culture occidentale. Les artistes camerounais vont donc s'inspirer des contes, des légendes, de la vie de campagne, des chants villageois et de l'art ancien, etc. Were Liking, qui est donc la première artiste que nous présentons ici, qui est autodidacte, elle va s'intéresser aux valeurs spirituelles africaines avec la représentation des scènes de culte rendues aux divinités africaines. Did you hear me? Yeah. Oui. Je disais donc que Were Liking va s'intéresser aux valeurs spirituelles africaines avec la représentation des scènes de culte rendues aux divinités africaines, mythe fondateur des croyances de l'ethnie Bassa, où elle est originaire, et autres ethnies camerounaises. D'où les scènes, d'où les titres comme scènes de guérison dans le temple vaudou, les sous-bois sacrés, etc., comme thème privilégié par elle. Elle peint des figures schématiques et dépouillées. Ces personnages qui représentent la plupart du temps les femmes prennent des allures chimériques. Excusez-moi, je vois très mal. Prennent des allures chimériques et mystérieuses. Ainsi, à l'intérieur d'une nature ordinaire, l'attitude des personnages, l'atmosphère des lumières, des détails étranges donne finalement une allure très mystérieuse et présentée en termes du surnaturel. Et elles évoquent une présence surnaturelle. Mais il faut noter ici que ce qui l'intéresse, ce n'est pas tant la ressemblance de la personne représentée, mais plutôt la symbolique cachée des œuvres. Nous sommes encore à Were Liking, s'il vous plaît. Donc, je disais que c'est plutôt la symbolique cachée des œuvres qui intéresse l'artiste Were Liking. Et ici, c'est le principe fondamental même de la création artistique dans l'Afrique ancienne. La représentation de la femme dans le traitement de ces sujets d'ordre spirituel n'est pas anodin, parce que les croyances camerounaises voudraient que la femme soit plus puissante dans ce domaine que l'homme. Il faut noter que Were Liking porte déjà elle-même un titre très rare chez les femmes en pays Bassa. Elle est Mbombok, c'est-à-dire elle est une initiée, détentrice de pouvoir ancestral. Maintenant, nous passons à Marceline Fouda. Pour sa part, Marceline Fouda met l'accent sur l'utilisation des matériaux anciens, c'est-à-dire les écorces d'arbres au baume, les pots en terre cuite, le cadre de toiles en bois très ouvragé. Ces œuvres sont présentées la plupart du temps sous la forme d'installations très colorées. Le choix de ces matériaux ici n'est pas un hasard. Le baume, par exemple, qui est les espèces de tissus rouge, bleu et gris que vous voyez sur l'écran, il s'agit là d'une écorce d'arbre combat et qui est transformée en tissu pour protéger le corps contre les intempéries. Mais le caractère sacré que les Camerounais accordent à ce tissu lui donne un certain prestige et il ne peut être ainsi porté que par des personnes d'un certain rang social. Notons que Marceline Fouda est déjà fille d'un dignitaire Béti, d'un grand Béti, donc elle a eu le temps de voir son père utiliser cette écorce, d'où son utilisation dans son art comme matériau prestigieux. Et puis les pots en terre cuite, quant à eux, symbolisent le ventre porteur de vie de la femme. Les croyances camerounaises voudraient qu'il y ait des affinités symboliques entre la terre, matériau à l'aide duquel les pots sont faits, et le ventre sacré de la femme. Ce qu'il faut noter ici pour cette première génération, c'est qu'à cette époque, il n'y a pas d'école d'art au Cameroun. La scène est très bondée, est vraiment bondée d'autodidactes.
le Cameroun traverse aussi une crise économique qui ne permet pas aux fonctionnaires de joindre les deux bouts. La situation est plus compliquée encore pour les artistes qui entament de mouvements de revendication. Les deux femmes vont donc ouvrir pour aider les jeunes artistes qui veulent évoluer dans le domaine de l'art. Elles vont ouvrir des espaces de formation culturelle, des espaces culturels de formation et d'échange pour encadrer les jeunes dans plusieurs domaines de l'art. Le théâtre, l'écriture, la peinture, la sculpture, la danse, etc. Nous avons, pour exemple, l'espace Kiyimbok en Côte d'Ivoire, où Wele Wele Li vit et travaille. Et puis, à Yaoundé, nous avons l'espace culturel Oyenga pour Marceline Fouda, qui a aussi participé à la création de la SOCADAP, qui est une société des droits d'auteur pour des artistes plasticiens camerounais. Elle a d'ailleurs financé en utilisant les revenus de sa famille bourgeoise, mais on ne le dit nulle part. En ce qui concerne le contexte de la création de la deuxième génération, nous passons à la page suivante. Notons que cette deuxième génération travaille ici pendant que la crise post-coloniale s'accentue au Cameroun. La critique du système en place devient plus virulente. Le gouvernement, préoccupé par la résolution de ces problèmes, met la culture dans les tiroirs, y compris l'art et ses créateurs. Les artistes vont donc tenter par des initiatives privées de structurer leur métier. C'est l'amorce d'une nouvelle approche esthétique. Il va se former donc un collectif qui va prendre la forme d'un petit groupe restreint. Et ainsi, la création artistique va devenir un véritable exercice intellectuel basé sur la critique du système en place. Le risque de se faire emprisonner devient élevé. La scène va donc appartenir désormais aux courageux, ce qui va amener plusieurs à abandonner la cause. Travailler au milieu des hommes qui traitent des sujets aussi osés et dans des espaces inédits, comme dans la rue, est alors très mal perçu, surtout pour les femmes. Ainsi, de toutes les femmes qui s'essayaient à l'art à cette époque, au Cameroun, Justine Gaga, Christine Tchala et Ginette Dalle vont se distinguer par leur résistance à une scène devenue hostile au genre féminin et par leur recherche esthétique et théorique. Elles vont bénéficier pour ce faire du système de grands faits dont a parlé l'historienne de l'art allemand Annette Schemel en travaillant aux côtés de l'artiste Godi Ley, qui leur offrait la possibilité d'expérimenter des techniques et des sujets considérés comme tabous dans son espace à Art Bakery. Ainsi, Justine Gaga, qui est la troisième artiste, qui est née en 1974, dans ses recherches, elle va donc choisir le sujet, la solitude comme sujet. Gaga décrit nos sociétés gagnées par l'égoïsme. Son travail questionne les liens sociaux et le fonctionnement des rapports humains. Sa posture esthétique, quant à elle, repose sur un personnage énigmatique, ni homme que vous voyez en blanc sur la toile à l'écran, ni homme, ni femme, ni blanc, ni noir, juste un long tronc, un long corps, avec une tête sans trait, ni étiquette. Il faut d'abord noter que Gaga déteste les étiquettes. Son art est d'ailleurs loin de reposer sur une problématique féministe. Loin d'être répulsive, la solitude de Gaga s'efforce plutôt de nous repositionner, de repositionner le rapport de tout être humain au monde. Ginette Dallo, qui est la quatrième artiste ici, quant à elle, elle est née en 1977 au Cameroun. Elle est diplômée de l'Institut de formation artistique de Mbalmayo. Elle s'intéresse à l'environnement urbain. Ginette Dallo explore les lieux insalubres de nos villes. Ces lieux sont enjolivés par elle par la technique du collage de matériaux divers. Dans cette toile, on peut voir des tissus de pagne usés, des écorces de bananiers, des terres et des couleurs brunes et bleues, transformant ces espaces en lieux de mémoire. Cette problématique au cœur de son travail l'a amené à expérimenter plusieurs médiums. Ginette Dalle était non seulement peintre, elle s'intéressait aussi à la photographie et avant la fin de ses jours, puisqu'elle est décédée, elle s'intéressait déjà aussi de plus en plus à l'installation.
En ce qui concerne la troisième génération, à la page suivante, la troisième génération va travailler dans un contexte qui est marqué par une liberté relative d'expression. Ah, j'ai oublié Christine Tchalla, excusez-moi. Christine Tchalla, qui est née en 1979 plutôt, est diplômée à l'Institut de formation artistique de Mbalmayo. Elle est membre fondatrice du collectif Trois Cocorico. Elle interroge la société camerounaise contemporaine, marquée par une population plus râleuse qu'active. Elle fait une recherche sur le travail des corps. Ces œuvres sont faites sur des fonds monochromes avec un accent mis sur les formes représentées. L'artiste donne de l'importance à certaines parties du corps, le cou, la bouche, le nez et les yeux, les pieds, etc. Les personnes fuselées présentent donc les visages marqués, placés dans des environnements sobres ou austères. Christine leur arrache des cris de douleur comme pour les aider à chercher une délivrance. Donc, passons donc à la troisième génération. La troisième génération, quant à elle, va travailler dans un contexte marqué par une liberté relative d'expression. Ici, le gouvernement ouvre enfin des écoles de formation artistique dans 3 villes camerounaises. Nous avons une école à Maroua, une école en Konsamba et une école à Fumban, ouvertes toutes les 3 en 2010. Ces écoles vont accueillir aussi bien les jeunes hommes que les jeunes filles, bien que peu nombreuses jusqu'ici. Les institutions de promotion se multiplient et deviennent des plateformes ouvertes à tous sans distinction. C'est ainsi que ceci va donc se présenter comme une aubaine pour plusieurs jeunes femmes issues des écoles ou non. Mais il va se développer sur la scène une sorte de mimétisme criard, art et argent allant de plus en plus de pair au Cameroun comme partout ailleurs. Cependant, 2 jeunes femmes vont se distinguer par leur démarche originale et surtout osée. Gabrielle Abadjek, donc, pendant que ses contemporaines s'intéressent à la critique sociale, Gabrielle va dénoncer les abus sexuels dans le cadre familial, un sujet encore malheureusement tabou pour plusieurs. Sa démarche est assez osée. Gabrielle dessine sur des papiers ou sur des toiles des corps féminins nus dans des postures très sensuelles, comme on peut le voir sur les 4 images qui représentent les séries de scènes de vie qu'elle a réalisées en 2020. Ces performances aussi sont érotiques pour certains. Dans ces performances, Gabrielle présente son corps complètement dénudé ou dans des tenues hyper transparentes, comme on peut le voir aussi à l'écran. Dans la performance qu'elle a intitulée Sister Song, Mariela Franco, réalisée en 2019. Pourtant, loin d'être une simple exhibitionniste, Gabrielle montre sans vergogne l'exploitation abusive du corps de la femme, souvent transformée en objet de plaisir par les êtres humains que nous sommes. Le degré d'engagement pour un tel sujet trahit indubitablement son caractère autobiographique. Son intérêt pour les récits des femmes fortes dans une société perverse fait de son art une véritable thérapie. Quant à Aurélie Djena, elle est diplômée de l'Institut des Beaux-Arts de Konsamba. À la page suivante. Le travail de cette jeune femme rame à contre-courant avec les tendances réalistes en vogue sur la scène. Revenez à la page précédente, s'il vous plaît. Donc, je disais donc le travail d'Aurélie Djena, voilà, merci, qui est la 7e femme ici, rame à contre-courant avec la tendance réaliste en vogue sur la scène doualaise où elle vit et travaille. Aurélie a opté pour une technique ancienne, le tissage, qui va donner naissance à des toiles très abstraites. Elle questionne les liens humains dans une société en crise de sécurité comme celle du Cameroun actuellement.
À travers les vibrations et les mouvements rétiniens que créent les bandelettes en tissu rouge, noir et blanc qui s'entrelacent, Aurélie nous place devant nos angoisses et nos peurs. Cependant, l'enchevêtrement de ces tissus issus du tissage évoque ces personnes précieuses qui nous entourent en nous témoignant leur amitié au sein de nos sociétés devenues violentes. Dans l'ensemble, le travail des œuvres de ces femmes, on peut lire une certaine recherche originale dans l'écriture artistique. Du point de vue esthétique, leurs œuvres sont hybrides. Ici, tradition et contemporanéité, en dépit de leur opposition, se tutoient. Les œuvres s'enrichissent de symbolisme et de réalisme. C'est un véritable syncrétisme déconcertant. Sur le plan symbolique, à la page suivante, l'art de ces femmes est un instrument au service de la cause sociale et politique. Pour la première génération, nous avons la convocation de la tradition ancienne pour redéfinir l'identité africaine et camerounaise. Pour la première génération, nous avons la critique du système en place et la dénonciation des maux de nos sociétés contemporaines par les procédés théoriques et techniques pour la deuxième et troisième génération. On peut remarquer ici dans l'ensemble de ces femmes un amour pour des sujets très sensibles et très subtils qui passent parfois inaperçus. Ceci est peut-être inhérent à leur nature de femme, mais c'est tout à fait normal du moment où l'art est l'expression de soi. Elles ne peuvent qu'exprimer ce qui les touche le plus. Les postures esthétiques et les sujets de ces femmes ont révélé donc toute la difficulté qu'il y a à les enfermer dans des catégorisations en vogue sur la scène, qui voudraient que l'art des femmes soit le fruit de l'instinct ou de la recherche absolue d'une féminité. Et les récits donc, de ces 7 femmes montrent qu'il est possible, en travaillant, de défier le regard social sans verser dans des discours revendicateurs. Il est aussi possible de se forger une écriture originale, brisant toute catégorisation dans une scène sexiste. Et tout ceci permet donc de sortir d'une histoire de défaite et d'énoncer le caractère suspect de l'oubli des femmes dans les livres de l'histoire de l'art. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci infiniment, Ruth, pour ce travail essentiel et important sur ces 3 générations de femmes artistes camerounaises. Une pensée spéciale pour Ginette Dalleux qui nous a quittés bien trop tôt. Alors, vous avez abordé de nombreuses problématiques et notamment la question de la transmission et des héritages, la nécessité aussi de la démarginalisation de l'art des femmes et bien d'autres thèmes sur lesquels nous reviendrons d'ici quelques temps au moment des questions-réponses. J'en profite aussi vraiment pour vous remercier toutes les 3, Ruth, Martha et Gladys, pour vos informations riches d'enseignements, des approches concrètes, bien ancrées dans le réel et qui nous ont laissé entrevoir ce qu'a pu être ou ce qu'est encore le quotidien de certaines de ces femmes, qu'elles soient artistes ou combattantes, et la façon dont l'histoire s'écrit ou justement ne s'écrit pas. Quoi qu'il en soit, chacune a à sa manière, que ce soit Marthe, Gladys ou encore contribué à faire voler en éclats l'invisibilisation des femmes sur le continent et ainsi à renverser la courbe de l'héritage de l'exclusion. Une chose importante et très réjouissante qu'il faut souligner, c'est à quel point l'art du continent et sa critique, elle est très importante, cette critique aussi, s'écrit aussi depuis le continent, depuis Douala, depuis Lusaka et depuis d'autres pays que nous verrons un petit peu plus tard avec les autres interventions. À présent, je vais ouvrir la session des questions-réponses. C'est donc le moment de poursuivre la réflexion et de réagir à ce que vous venez d'entendre. Alors, j'ai une première question qui est plutôt adressée à Gladys. Et on souhaitait savoir s'il existait des écrits, des journaux intimes, des interviews, des articles faisant référence au combat de ces femmes qui ont participé aux luttes d'indépendance en Zambie et au Zimbabwe. From most of what I could find was mostly letters that they had written to themselves and maybe mostly what other people had recorded of them speaking
and maybe like renditions of like first person type of writing, but they're not necessarily they're writing themselves. For some of the women freedom fighters who are still alive, they are still doing things like interviews and are available usually for videos. Like in the case of Bese Chibesakunda Kankasa, who only died in 2018. For her, there was an archive in the sense of like maybe the letters that she had written and a couple of videos that I was able to take of her speaking about the independence narrative. Toujours pour Gladys, comment avez-vous été amenée à rencontrer ces femmes, hein? Votre travail est essentiellement basé sur des archives photographiques, mais comment est-ce que vous avez eu aussi cette envie de leur rendre une certaine réhabilitation? Et est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer certaines? I have met some of the women that died before I was born. I have not met, of course. A couple I've met when I was doing my field work, and it's usually the meetings is usually through when you find a particular link, maybe either in the archives, and then you can trace down maybe their address or find a way of contacting them. There's others who I was unable to meet them physically, but I'm able to meet like maybe some of their descendants, like in the case of Emilia Saidi and Julia Chikamoneka. And the way I ended up meeting them, though I actually met them electronically because they had responded to a blog post and saying that they were relatives of Chikamoneka or Emilia Saidi, and then I traced them and looked for their names maybe on social media, and just write a bunch of messages to them across the social media platforms, and whichever one they respond to, that becomes the mode of communication. And then in the instances where I have really been lucky, they have then been able to communicate even on other platforms such as Zoom and WhatsApp and been able to actually meet. Une question pour chacune d'entre vous. Qu'est-ce qui a motivé, hein, c'est une question qui revient souvent, qu'est-ce qui a motivé vos recherches et pourquoi ces choix de femmes et pas d'autres? Alors là, c'est une question pour Ruth, pour Martha, n'hésitez pas. Okay, I've seen the question why I chose the first of all, there are not 3, there are 6 artists. So there is Pamela Enyonu, there is Sandra Subi, there is Esther Itibandeke, there is Imi Mali, there is why I chose this artist. I spoke about the 3 artists because I have a limited time for this presentation and I could not speak about all of them, but also because Pamela Enyonu, Sandra Subi and Miriam Matemba are making new works for the exhibition. So the idea at first that we wanted Njawala to be a very big exhibition, but as you can see with the pandemic and limited resources, that was not able to be achieved. And so rather than having one exhibition as the original plan was, for me, the result of the pandemic was not to have just one exhibition, but have multiple exhibitions with thematics. So the first exhibition is really tackling silence. Yeah, we are looking at attacking silence because women for the longest time are supposed to keep quiet, about issues, about society. And so the work I've explained, the work of Imi Mali, for example, is speaking about domestic violence, it's about approaching this silence that we've been taught to keep quiet about pain and infliction. And so is the work of Miriam Matemba, as you've seen, the lady who struggled this rape, and until now she's struggling with the consequences, but she cannot speak for herself because such things are not supposed to be talked about in public. And the same approach is also for the work of Bathsheba Okwenje. So for me, for the first edition, it was very imperative to select a theme, and that is really tackling silence, saying we are speaking with the intention to be heard, and we're speaking about specific things which the artist's works, as you've seen, are bringing forward.
But of course, as you saw, my list is really huge, but I could not achieve the dream exhibition in the current circumstances, hence scaling it down to a thematic of really attacking silence. Ruth, peut-être? Oui, oui, je peux y aller. Dans l'entame de mon propos, je disais que le choix de ce sujet m'a intéressée depuis 2004, lorsque j'étais étudiante à l'Université de Yaoundé 1, inscrite au département de l'histoire de l'art et arts plastiques. J'étais obligée de devenir historienne d'art parce que déjà le système de formation était assez compliqué pour les artistes surtout. Mais on avait un enseignant qui était historien d'art et mes aînés académiques s'intéressaient beaucoup plus aux arts anciens parce que notre enseignant principal était aussi un spécialiste de l'art ancien. Alors moi, je commençais à m'intéresser à ce qui se passait sous nos yeux, mais qui pouvait aussi passer inaperçu. C'est de cette façon donc que je m'intéresse à l'histoire de la peinture au Cameroun. Et je me rends donc compte pendant mes recherches que dans tous les ateliers où on me conduisait, je ne rencontrais que des hommes. Je me suis demandé, c'était devenu un peu curieux pour ma part, je me suis demandé si les femmes étaient complètement inexistantes. Et quand j'ai commencé à interroger les hommes, c'est à peine s'ils me donnaient un nom ou deux noms, on disait, voilà, on a vu une femme travailler ici, mais elle a arrêté, ainsi de suite. J'ai commencé à m'intéresser à ce qui les motivait, déjà d'abord de devenir artiste, et qu'est-ce qui les poussait à arrêter, à stopper leur carrière. Donc, il y a eu beaucoup de raisons qu'elles m'ont données. Et par exemple, je parlais tout à l'heure, quand je présentais ma communication, de la pesanteur du regard social, la pesanteur culturelle qui voudrait que les femmes soient des bonnes pour le foyer et pas forcément pour aller vivre dans la société, vivre dehors comme les hommes. Mais dans le monde de l'art, c'est encore plus complexe parce que, je le disais tout à l'heure, que le monde de l'art est synonyme parfois dans les mentalités camerounaises à certains travers comme la drogue, comme l'homosexualité, comme l'instabilité sociale même, comme l'appartenance à des sectes. Et pour la femme, c'est très complexe d'évoluer c'est vraiment comme un sacrilège pour la société de la voir évoluer dans cet univers-là. Déjà, moi, en tant qu'étudiante dans le domaine de l'art, je me rappelle que mes camarades en terminale me demandaient toujours, avec toutes les filières qu'il y a à l'Université de Yaoundé 1, c'est tout ce que tu as vu que tu pouvais faire. Ça, c'est le domaine des hommes. Vraiment, tu n'as rien à faire là-dedans. Ou alors, si tu veux évoluer, vraiment, va en Europe. C'est là-bas que ça va te réussir, pas ici. Donc, il y a tous ces regards-là qui pèsent sur les femmes. Et moi aussi, en tant que, je vous ai dit d'ailleurs, Nadine, tu l'as dit pendant la présentation de ma biographie, que je suis aussi artiste. Donc, tous ces regards-là pesaient sur moi et je comprenais exactement ce qu'ils traversaient, ces femmes. Donc, je n'ai pas donc pu choisir toutes les femmes qui ont essayé de travailler et qui ont arrêté. Celles-là ne m'intéressaient pas. Celles qui m'ont intéressée, c'est justement celles qui ont pu défier ce regard social, qui sont restées fortes et qui ont pu vivre de leur art. Pas forcément financièrement, mais sur le plan de l'épanouissement et qui ont même bossé pour que les choses avancent dans le domaine de l'art au Cameroun. Je citais tantôt Marceline Fouda qui a participé à créer une société de droits d'auteur pour les artistes plasticiens qui n'existait pas. Aujourd'hui, les artistes plasticiens, même si ce n'est pas beaucoup d'argent, ils bénéficient quand même d'un petit revenu à la fin de chaque mois. Mais comme je le disais, on ne la cite pas. Pourtant, au début de la formation de cette société, elle a même utilisé les revenus de sa famille, qui est bourgeoise, pour pouvoir mettre sur pied cette organisation-là. Donc, voilà pourquoi j'ai donc choisi des femmes qui sont restées téméraires malgré le regard social, malgré la pesanteur culturelle, mais qui sont restées téméraires dans la scène artistique. J'ai aussi privilégié par exemple, la génération de Justine Gaga, Christine Tchalla et autres, qui étaient un peu comme comme des vitrines même, qui pouvaient encourager les jeunes filles qui voulaient s'aventurer dans cette voie qui est vraiment incertaine au Cameroun. Donc, déjà, elles étaient des vitrines, elles étaient même des exemples. Pourquoi? Parce que, travaillant aux côtés de Godile, elles étaient un peu, comment je vais dire ça, épanouies. Elles avaient la possibilité d'oublier même leur côté féminin et de travailler en tant qu'artistes tout simplement. Et donc, elles ont pu faire des recherches, trouver des thématiques assez intéressantes et pouvoir les maîtriser même. Et sur le plan plastique, on a vu comment leur écriture artistique était aussi tout aussi originale. Et pour la troisième génération, j'ai choisi les deux là parce que, je vous ai dit, c'est la période à laquelle les écoles sont ouvertes au Cameroun.
aujourd'hui, on assiste à comment je peux dire, un boom de la participation de la femme, de la jeune fille sur la scène camerounaise. Il faut arriver à Douala pour voir actuellement, au moment où je vous parle, il y a plusieurs expositions qui sont en cours, qui présentent l'histoire, je veux dire quoi, les œuvres des femmes. À Douala, par exemple, Christine Tchala a fait une expo solo. À l'espace Bolo, il y a plusieurs femmes qui exposent là-bas actuellement. Mais quand on fait une observation générale de ces jeunes filles, de ces jeunes femmes qui sortent des écoles ou pas, on a une impression d'un certain mimétisme. Beaucoup se copient entre elles copient des œuvres des artistes qui sont déjà assez vus sur le plan international. Mais ces deux artistes que j'ai choisis ont un travail qui se démarque. Aurélie Djena, par exemple, comme je le disais, a une technique assez particulière. Son œuvre est tout à fait abstraite. Donc, quand on regarde l'œuvre, on ne peut pas savoir si c'est l'œuvre d'une femme ou c'est l'œuvre d'un homme, ainsi de suite. Et puis, la problématique même qu'elle a choisi de traiter à travers cette technique-là est tout à fait intéressante. Et Gabrielle Abadjek a pris sur elle de parler d'un sujet tabou. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui lui collent beaucoup d'étiquettes, mais elle tient à présenter ces sujets dont on ne parle pas, mais qui existent pourtant dans nos familles. Aujourd'hui, les gens mettent beaucoup plus l'accent sur le désordre social, sur la guerre qui a lieu entre le Cameroun français et le Cameroun anglais. Tout ça sont des sujets qui sont en vogue, mais on oublie des sujets très sensibles qui se passent dans des familles. Et parfois, plusieurs parmi les personnes qui marchent, les femmes qui marchent dehors, sont victimes de ces problématiques-là, mais qui restent comme des secrets de famille. Donc, moi, j'ai admiré un peu ce courage qu'elle a de parler de ce sujet qui est vraiment tabou au Cameroun, mais elle le présente avec des techniques tellement osées. C'est ça qui m'a aussi intéressée chez elle. Donc, voilà à peu près ma réponse. Oui, merci Ruth. Est-ce que j'ai une question pour vous trois? Est-ce que le phénomène de démarginalisation dont Ruth parlait, hein, qui est aussi une forme de processus de délivrance, démarginalisation de l'art des femmes, ce n'est pas justement l'apanage des artistes contemporaines? Et du coup, ces artistes, d'une certaine manière, elles sont déjà dans l'art qui vient, hein, dans l'art qui sera. Est-ce que justement, Gladys, Martha, vous pouvez un petit peu nous parler de ce phénomène, hein? C'est vraiment le terme qu'a employé Ruth, hein, la démarginalisation. Mais pour moi, on est déjà dans ce process et on est déjà dans cet art qui vient. In my opinion, I don't think it's too late to demarginalize like women artists in history or like particular women narratives in history. As from drawing from my own work, if you do go into the archives, like whether it's like national archives or like there's always some sort of trace that's left behind. And the idea about demarginalization is to take these kinds of traces, small as they may be, minute, big, you know, macro, micro, whether it's a trace in something as small as a journal or something as small as something that they left behind. It always gives possibility to bring new insights into that particular kind of artist or feminine person in history. From my point of view, I wouldn't think it's completely lost. No. I agree with Kalichini. I think even just in the mere pronunciation of these names, you know, like now I've been on 2 different panels where I've had Gladys speak about women fighters and liberators, and for me it's really phenomenal when these names are spoken about in public. You know, now I'm seeing we have over 89 people listening in, you know, and when these names are talked over and over again, there is a signature that follows utterance, I think. And for me, it's not about saying, look, it's a failed attempt, we're not going to manage. It's in small little activities like this one that I see agency in attacking these problems, because we can, as you heard Ruth say, we deal in very improvised, practices where almost no funding whatsoever, and there has to be constant improvisations, you know. So things like talking, like speech and pronouncing these names, for me is a way to actually, you know, address the problems. And I think it's not
not all hope is lost. I think I agree with Gladys, and Yes, yeah. yeah. J'ai I une think to question pour... re-echo sorry? Martha's response as well, I feel like a lot of these efforts is not necessarily just trying to recreate different kinds of heroic figures or trying to recreate human narratives by just replacing what is visible in history. I think that this kind of discourse is really about like complicating ideas of what it means to be visible or what it is to undo erasure or what to undo certain kinds of marginalizations. It's a little bit more layered and more complicated. J'ai une question pour Gladys. Voilà, c'est au sujet de l'importance de traiter des questions qui ont trait à l'invisibilité des femmes, et notamment dans son travail à elle. Et est-ce qu'elle peut expliquer comment les symboles qu'elle utilise dans son travail répondent à certains éléments visuels, comme par exemple les dresses, comme par exemple les robes. I think when I think about my work, it's my work in terms of like my artistic practice or the images of the videos that I did show is that I do reference a lot of images from the archives, but then rather than just picking up images and putting them up there, because of course those would be like particular kinds of ethical issues that would be entangled in that situation, but it's a thing about in engaging, it's also about what's the word for it? It's about synthesizing particular kinds of images and then referencing them and making them into particular kind of works, and also looking at ideas of what it means for women particularly to be reenacting particular kinds of actions, or what it would mean to say you are cleansing your hands. Like it's also drawing into all these things and picking up, maybe if you ask me about dress, like you say, it's about looking at maybe particular kinds of outfits that women are wearing in the archival photographs and translating that into contemporary art, or processing it, or processing that kind of imagery and making the photographic evidence move, because when it's in the archives, it's still. But in the videos, it's almost as if it's animated, a similar kind of visuality. Ok, très bien, merci. J'ai une dernière petite question pour Ruth avant qu'on fasse la pause. Ruth, quels sont les dispositifs de documentation et d'archivage et d'enseignement actuellement disponibles au Cameroun, autour justement du travail fascinant de ces femmes, de ces 7 femmes dont vous nous avez parlé? Actuellement, au Cameroun, rien n'est fait spécifiquement pour les femmes. Déjà, l'histoire de l'art actuel est en train d'être écrite et c'est une activité assez récente parce que la formation artistique elle-même, elle est très, très récente. Donc, il y a des travaux qui sont menés par des jeunes chercheurs qui sont encore dans des écoles d'art ou à l'université, qui font parfois des travaux monographiques, mais je n'ai pas encore vraiment rencontré un travail monographique spécialement fait pour les femmes. Mais il y a quand même des initiatives comme celle d'un documentaire qui a été monté par une certaine Florence Aïssi, qui est une Camerounaise qui vit à Londres, qui a fait un documentaire commandé par Amatoutou Mouna, qui était alors ministre de la Culture au Cameroun. Elle a fait un documentaire assez intéressant sur l'art des femmes. Et puis, il y a aussi Angèle Etundi Samba avec le projet IAM qui a monté, je crois, c'était tout un journal spécifique pour l'art des Camerounaises. La première édition de ce projet-là s'est portée sur les femmes artistes au Cameroun en 2014. Et puis, il y a certains petits journaux qui naissent et qui meurent, qui traitent parfois comment je vais dire ça, des travaux d'artistes contemporains où de manière sporadique, on peut citer les femmes, mais il n'y a pas un travail vraiment spécifique pour l'art des femmes pour le moment. D'où l'importance, le caractère essentiel de vos recherches à toutes les 3. Je vous remercie infiniment pour ces échanges passionnants. C'est le moment de faire une petite pause.